Bonjour, bienvenue en voiture. Cette semaine, nous allons faire des nouveautés aussi. J'aime bien préparer des choses, vous présenter des nouvelles choses. On va continuer notre reportage sur les véhicules électriques qu'on a entamé la semaine dernière. Mais en premier lieu, j'aimerais remercier TVME qui nous permet d'avoir cette émission-là. Donc, vous pouvez la visionner directement sur le réseau Cooptel ou encore sur YouTube et aussi par d'autres diffuseurs associés. Encore, sans plus tarder, on va regarder c'est quoi les nouveautés qu'on a cette semaine. La première voiture, c'est une Porsche. C'est une Brossard Honda. Ouais, je regardais mon texte, puis j'ai déjà monté ça fait quelques jours, c'est ça. Une Porsche à 150 $ de l'heure, c'est pas 150 km/h, c'est 150 $ de l'heure. Si ça vous tente de vous payer une petite balade en Porsche, ben il y a Brossard Porsche qui fait de la location. Vous pouvez louer des Porsche à l'heure. Si ça vous intéresse, il y a différents prix, il y a différents véhicules comme un Boxster ou un Cayman à 209. Il y en a même jusqu'à 849. Il y a beaucoup de prix. Mais des fois, c'est peut-être une opportunité dans une vie de dire hey, je vais vraiment essayer un véhicule haute performance. Donc, je voulais juste vous souligner ça. Ça existe. À Brossard, c'est pas si loin. Après ça, je vais vous parler d'un autre petit véhicule qui a vraiment l'air d'une Jeep. Croyez-le ou non, ce petit véhicule-là a l'allure militaire. C'est pas une Jeep antique parfaitement rénovée. Il s'agit plutôt d'un Mahindra. Il est flambant neuf. Donc, ça a l'air vraiment du Jeep Willys. Tellement qu'il y a eu une poursuite de la compagnie FCA, là, qui est Chrysler Jeep. Parce qu'il disait que c'était une copie, mais je n'ai pas su l'issue finale, mais d'après moi, ils n'ont pas une grosse cause parce que les brevets du vieux Jeep Willys du temps de la guerre sont sûrement très désuets. Par contre, ce petit véhicule-là, baptisé Roxor, R-O-X-O-R, il a beau être beau, il a beau ressembler à un Jeep, il est illégal sur la route. Il n'est pas homologué, il ne compte pas les normes. Donc, c'est vendu un peu comme on vend un véhicule côte à côte, là, un SSV qu'on appelle ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour du hors-piste, c'est pour vous promener sur votre ferme, mais c'est vendu. Il y a quand même plusieurs concessionnaires au Québec qui vendent ce petit Jeep-là. Vous allez me dire, c'est qui ça, Mahindra? Mahindra, c'est un fabricant indien, vient d'Inde, qui fabrique des tracteurs. Si vous écoutez la série télévisée, je pense que c'est 5e rang, vous allez voir plusieurs commerciaux. C'est le commanditaire principal de cette émission-là sur Radio-Canada, c'est Mahindra. On les connaît plus ici pour des tracteurs. Ils font aussi des VTT, des véhicules côte à côte, et ils font des scooters. Là. Ils ont une grosse gamme de scooters aussi, et quelques automobiles en Inde, mais ils ne sont pas importés ici. Fait que c'est quand même un petit véhicule avec un moteur 2,5 litres, turbo diesel, puissance de 62 chevaux, c'est plutôt rudimentaire. Et la vitesse du véhicule est à 70 km/h. Donc, c'est un petit Jeep vraiment rustique. Je l'ai vu de près. C'est vraiment fait esthétique là, du type là, de Jeep dans les années... ça. Ben, c'est ça. Dans l'autre diapositive, on voit Mahindra. Ils sont dans la moto, comme je vous disais, dans l'automobile, dans la défense, scooter, moto, bateau. Donc, c'est une très grosse compagnie en Inde. C'est pas le dernier venu. Est-ce qu'ils vont un jour attaquer un peu plus le marché nord-américain que le produit? Possiblement. Ils commencent tranquillement. Mais on verra, là. Je pense que là, ils sont plus concentrés dans le marché agricole. Toujours étonnant, les Chinois. Hein? Je vous présente des petits véhicules qui sont avec quand même une benne pour transporter des choses. Ici, on appellerait ça un camion, même pas un pick-up à la grosseur de la benne. Et non, c'est tout simplement une moto avec petit moteur 175 cc, un cylindre. Et avec ça, eux, ils font des véhicules pour transporter certaines charges. C'est sûr que ça ne doit pas battre des records de vitesse, mais pour aller du point A au point B, ça peut fonctionner. Toujours rester en Chine, je vous présente un véhicule, un petit SUV, qui est très beau, très esthétique, fait même penser un petit peu devant d'une Mazda.
Et c'est fabriqué par MJ. Si vous regardez le logo en avant de la calandre, vous allez reconnaître le logo des fameuses petites MJ qu'on avait à la fin des années 60, début 70, les petits roadsters à 2 places, tout petits, qui s'appelaient MJ, qui étaient d'origine anglaise. On en voit encore sur les routes, là, des gens qui ont restauré ça et qui font le beau dimanche après-midi avec. Mais la compagnie MJ a été rachetée par des Chinois. Et ils font maintenant des véhicules comme celui-là, SUV, ont une gamme complète de véhicules, mais pas exportés encore en Amérique, peut-être un jour. Parce que, évidemment, le nom MJ a une certaine notoriété. Vous connaissez peut-être la compagnie Salem. Salem, ils se sont été connus beaucoup pour modifier des Mustangs, faire une Mustang Saline. Oh, c'était toute une voiture. Mais Saline, avec la compagnie Jiangsu Seco, a annoncé une joint venture, c'est-à-dire une coopération avec une compagnie chinoise pour manufacturer cette voiture-là, qui est une voiture hyper sport en Chine. Donc, le marché chinois, j'aime bien ça, regarder ça, parce que ça grouille plus que nos marchés nord-américains. Puis ils font toutes sortes de véhicules, des véhicules pas chers, des véhicules chers, donc peut-être un jour aussi, on aura ça ici. Là, on va passer à un véhicule que vous connaissez plus ici, la New Beetle. Ben, c'est juste pour vous dire que c'est fini pour la New Beetle. La production va arrêter ou est sur le point d'arrêter. Donc, c'est fini. L'usine qui fabriquait ça au Mexique va cesser ses activités de cette voiture-là. J'imagine que Volkswagen va donner d'autres contrats à cette usine-là de fabriquer un autre véhicule. Fait que pour les New Beetle, ça aura quand même duré un peu plus de 10 ans, certains. Il y a eu même 2 générations. Donc, c'est une voiture qui va quitter les salles de montre sous peu. L'autre dernière nouvelle que je vais vous présenter, c'est un peu mirobolante. C'est pas nécessairement tout à fait officiel. Ce qui est officiel, c'est que l'usine Amdoc, en tout cas, qui était une usine aux États-Unis, qui était censée fermer, de General Motors dans sa restructuration récente, avait annoncé la fermeture de Détroit Amtrak, c'est ce même que ça s'appelle. Ont décidé de garder cette usine-là et de changer complètement sa vocation. On va ne fabriquer que des véhicules électriques et possiblement ce qu'on appelle ici des pick-up, des petites camionnettes électriques. La surprise dans tout ça, c'est pas si grand que ça, parce que les véhicules électriques, ça s'en vient. Ford a annoncé un pick-up électrique pour fin 2020. C'est que cette nouvelle usine-là, ben pas cette nouvelle, mais ce nouveau véhicule-là, porterait le nom de Hummer. Un icône complètement disparu et que les gens prenaient pour un véhicule de grande consommation d'énergie, qui était même un peu détesté là, par les environnementalistes de ce monde, même si ce véhicule-là prenait de l'essence, mais il y a bien d'autres gros véhicules à essence, mais c'était vraiment là, un véhicule qui était mal aimé là, de tout ce qui est écologique. Donc, il ressortirait le nom Hummer, avoir les images qu'on a ici, même le style serait reconduit, mais ce serait un véhicule totalement électrique. Donc, c'est à l'antipode de ce qu'a Hummer été. Puis, il parle de ça pour 2021, possiblement fin 2021. On verra, on va suivre le dossier. Le retour de Hummer dans l'électrique, je suis un petit peu sceptique quand même à savoir que ce sera le nom officiel du véhicule, mais bon, ça semble déjà être la rumeur. Donc, ça fait le tour un peu pour les rumeurs et nouvelles pour cette semaine. On va regarder la continuité du reportage sur les véhicules électriques qu'on a tourné il y a quelque temps. On regarde ça ensemble. On voit ici en blanc le SUV, le modèle X, avec les portes ailes de mouette, comme on dit, qui sont assez particulières. On a à côté le modèle 3 qui n'est pas encore arrivé ici au Canada. Par contre, pour le spécial salon, on a fait venir une de l'État de New York pour qu'on puisse la voir. Belle voiture, franchement.
Ici, la petite bleue, le petit Roadster, c'est le premier véhicule mis en marché par Tesla autour des années 2008 jusqu'à 2011, je pense. Petit Roadster électrique qui est quand même rendu aujourd'hui presque une voiture de collection parce qu'elle n'est plus produite, mais assez intéressant comme véhicule. Et ici, c'est la Tesla régulière qui est vendue, toujours vendue aujourd'hui avec tous les attributs qu'on y connaît, avec un prix quand même avoisinant les 100 000 $, mais on peut comparer ça facilement à une grosse Mercedes ou quelque chose comme ça. Je suis avec Roland, représentant de la compagnie Archimède. Je regarde ici dans votre kiosque que vous êtes encore en train de préparer. Je comprends bien, on est très tôt avant l'ouverture du salon. Par contre, vous avez des vélos ou des choses assez variées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que fait Archimède? Avec plaisir. Ici, on a un vélo tout fait qu'on achète en Allemagne, qui est de haut de gamme, fabrication en partie artisanale avec des pièces de qualité. On fait aussi de la conversion de vélo. La conversion de vélo nous permet d'avoir commencé avec un vélo fait sur mesure ou un vélo choisi par le client vélo commercial. Pour les besoins du client. On met un moteur ensuite qui est facile à personnaliser. On peut le programmer de différentes façons. On peut choisir la batterie qui va avec. Puis on peut aller jouer dans les hautes puissances, là, comme celui-ci qu'on voit sur le Fat Bike. Il va de 2500 à 4500 watts, comparativement à la puissance permise sur les chemins publics. Les pistes cyclables, c'est 500 watts. OK, donc c'est pas la même. On a comme une petite moto pour se promener en forêt puis sur les terrains privés. OK, fait qu'on a des autonomies de l'ordre de... Ça dépend de la batterie qu'on va choisir? Oui, bien, si je continue avec ce vélo-là, avec la batterie qu'on a mis, on peut faire environ 2 heures à s'amuser en forêt, à fond. Ah oui? Et puis en piste cyclable, je peux juste faire un estimé, là, mais probablement un 250 km en assistance. Ah ouais. À vitesse raisonnable. On parle d'une assistance ici ou aussi de dire bon, je suis fatigué, je pédale pas, il va-tu fonctionner aussi? Oui, il y a les deux. Il y a l'assistance au pédalage, puis il y a un accélérateur, de type moto. De type moto, là, dire je pédale pas. Puis ça a la puissance de monter n'importe quelle côte ou montagne sans pédaler. Ah, c'est assez intéressant. C'est un petit peu motivant même. Et je vois aussi que vous avez un moteur roue sur une roue de type moto, là. Oui, oui. Celui-là, en fait, c'est 2 moteurs. Il y en a un chaque côté du mag. Oui. Et puis, ça nous permet de faire une moto. Dans ce cas-ci, ça va être une moto d'accélération. OK. Qui... on va commencer avec 100 kW, donc à peu près 130 HP. 130 HP, quand même. Oui, puis avec une bonne accélération, peut-être on va probablement faire bonne figure avec des motos à essence, par exemple, de 200 HP. OK. Oui, parce qu'on sait qu'un moteur électrique a 100% de son couple à 1 RPM là, au décollage. Oui, donc ça va faire des bons décollages. Il va y avoir de la boucane, mais ce ne sera pas le moteur qui va chauffer. Vous êtes situé où pour... Sherbrooke. Ah, vous êtes à Sherbrooke. Nous, on est de la région de Valcourt. Vous êtes tout près, là. OK. C'est quoi la station TV? C'est TVME, Télé communautaire de Valcourt. Je vais m'assurer d'écouter ça. Ça va aller à l'automne. Bien, merci. Je suis en présence de M. Robert Guimond de Quantum. Bonjour, monsieur. Bonjour. Parlez-nous un peu de Quantum, des vélos électriques. Je pense que vous avez une assez bonne connaissance d'après ce que vous nous disiez tantôt. Oui, en effet. Écoutez, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le domaine. J'ai démarré avec Bionix, là, 20 ans, les vélos électriques au Canada. Ça fait déjà 20 ans qu'il existe des vélos électriques. On n'a pas l'impression que ça fait aussi longtemps que c'est connu. Oui, c'est vrai, mais ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Et principalement, la commercialisation, bien entendu, ça s'est développé dans les dernières années un peu plus qu'au début, il fallait en arracher. Il fallait en arracher pour vendre un kit électrique Bionix sur un vélo. Je vous le dis, c'était pas facile. C'était pas facile. Donc, ceci étant dit, moi, ça m'a donné une piqûre dans l'électrification des 2 roues, puis j'ai fait mon chemin un peu en Europe. Je suis allé travailler en Europe pour d'autres sociétés. Je suis revenu. J'ai travaillé ici pour des sociétés européennes, fabricants de vélos aussi en Asie, en Europe. Et là, maintenant, ben, je suis Quantum, détaillant de vélo, puis je donne mon expertise au monde qui veulent avoir toute l'information nécessaire pour un vélo électrique, pour avoir le bon vélo électrique
pour leurs besoins qu'ils recherchent. On peut faire un survol un peu de ce que vous avez pour le bénéfice de nos téléspectateurs. Bien sûr. Comme vous savez, on a des moteurs centraux maintenant qui rentrent beaucoup fort sur le marché et chaque compagnie a des particularités un peu intéressantes. Ici, c'est une compagnie française, Neomove. Neomove, eux, utilisent un moteur allemand. C'est un moteur Brose qui donne 90 Nm de montée. Donc, contrairement à un exemple, un moteur, je parlerai des Bosch tantôt qui sont excellents aussi, mais qui ont des montées un peu moins puissantes. Brose fait dans le monde une voiture sur deux des moteurs de power steering. Donc, c'est un manufacturier automobile, de pièces automobiles, et eux, ils ont conçu un moteur ultra silencieux, mais très puissant à monter. OK? Ça, ici, Neomove, on utilise des Brose moteurs en tant que tel. Si on s'en vient, après ça, on va faire des tours ici. Oui. Gazelle, ça, c'est un produit hollandais que je suis seul distributeur au Québec à l'heure actuelle, qui est vendu en Hollande. Gazelle, c'est un nom haut de gamme en Hollande en tant que tel. La Hollande est reconnue pour les vélos. On voit des images de Hollande, il y a des vélos partout. C'est ça, avec des tulipes aussi. Hein? Avec des tulipes. Ben oui. Donc, en bout de ligne, Gazelle offre une gamme de vélos électriques très bien finis, des soudures polies. Vous voyez du vélo là, c'est comme... On est avec des dérailleurs intégrés. Et puis, dérailleur, c'est un dérailleur que vous pouvez changer à l'arrêt. Comme dans le temps que j'étais jeune, on appelait ça des vitesses dans le coaster. Exactement, c'est exactement ça. Okay. Et moteur Bosch Performance. Et ici, je vois quelque chose qui est autour de la roue et ça m'intrigue. Oui, mais ça ici, premièrement, ça c'est un cadenas de roue. Ah, c'est un cadenas, OK. En Hollande, ils utilisent souvent les cadenas de roue pour des petites commissions rapides, clic-clic. Donc, vous pouvez barrer votre roue. Donc, la roue est barrée. Et à ce moment-là, quelqu'un peut prendre le vélo puis le soulever à la roue, bien entendu. Mais en bout de ligne, ça barre la roue. C'est la même clé, d'ailleurs, que pour la batterie. OK, donc tu as une clé. Une clé pour les deux. C'est bien quand même un cadenas intégré, là. Oui. On s'en vient ici. Ça, c'est les produits Kalkoff. Kalkoff, c'est un vélo allemand, fabriqué en Allemagne, aussi avec des dérailleurs intégrés dans ce modèle-ci, et avec moteur Bosch Performance. Kalkoff est réputé, rapport qualité-prix, pour avoir un excellent coût. Si vous prenez ça, 2900 pour un moteur avec dérailleur intégré, puis en plus de ça, Quantum donne une promotion de 200 $ de rabais sur tous nos vélos presque pendant le salon et jusqu'au mois d'avril. Jusqu'au mois de mai, excusez. Oui, le mois d'avril, il tire à sa fin. Oui. Bon, on s'en vient ici. Je reparle encore de Neomove. On était, là, c'est les vélos que vous voyez avec le moteur Brose central. Et revenez ici, je vais vous montrer quelque chose de nouveau. Ici, on tombe dans Ries & Müller. C'était, d'ailleurs, fait une petite anecdote, j'ai été le premier Ries & Müller, le premier gars qui a donné un moteur à Ries & Müller Bionix à l'époque pour qu'il se devienne électrique. Okay. Et aujourd'hui, il y a un vélo qui n'est pas électrique chez Ries & Müller. Cette compagnie-là fait au moins 50 000 vélos par année. C'est du très haut de gamme. Très haut de gamme. Regardez la courroie. C'est une courroie en carbone. OK, on n'a pas une chaîne traditionnelle, on a une courroie. Double batterie, vous êtes bon pour 200 km avec ça. C'est ce que je voyais, il y a 2 batteries. Et c'est une transmission linéaire, donc en réalité, dans cette transmission-là, il n'y a plus de vitesse. OK. Voyez-vous le petit bonhomme qui bouge ici, là? Oui, ça, c'est lui ici en tant que tel. Clic. Un peu sur la base d'une CVT? Oui. Mais que tu ajustes manuellement. Exactement. OK, donc la CV... Donc, la transmission, c'est le système New Vinci. Okay. Lui ici, un cadenas intégré à la roue. Et bien entendu, on parle de 200 km ici, là. Oui, parce que chaque batterie 500 Wh donne à peu près 100 km. À peu près 100 km, oui. On l'a aussi en simple batterie. Et là, on s'en vient de plus en plus avec des batteries intégrées. Mais ça, c'est du haut de gamme. Ça doit être du très haut de gamme. On parle d'un prix de détail de l'ordre de... Sur ceux-là, on commence à 6 000 $. 6 000 $. C'est à peu près le double d'un vélo. Et ici, on tombe avec la compagnie Stromer, mais lui, c'est un moteur arrière, un peu à la Bionix, mais c'est un moteur ultra puissant et la batterie est intégrée. Stromer, c'est un produit suisse. Donc, je ne veux pas faire peur à personne, mais je veux dire, chez nous, on part avec des pliables à 1300, on peut monter jusqu'à 12 000 $. Oh, bien, c'est dans l'eau. C'est comme dans les voitures. Ici, par contre, quand on parle d'une batterie intégrée. Oui. Donc, si je veux recharger la batterie, je ne peux pas l'enlever, oui. C'est ça? Vous pouvez l'enlever et la charger sur le vélo.
Tous les vélos, vous êtes capable de charger. OK, bien, je pense que vous me parlez qu'elle est intégrée. Elle est intégrée, mais tous les vélos que j'ai ici, vous êtes capable de monter la batterie, la rentrer à l'intérieur. Oui, parce que ça peut être intéressant, là, à un moment donné, de charger sur l'heure du dîner ou quelque chose au resto. Définitivement, définitivement. Bien, merci. Vous êtes situé où? Sur la rue Saint-Ambroise, près de l'échangeur Turcot, près du marché à Droiteur. Quand on vient chez nous, facile d'accès, moi je suis dos à la piste cyclable du canal de la Chine. OK. Fait que sortez dehors, moi je rouvre les portes, vous êtes sur le canal. Parce que quand on parle de Turcot en auto de ce temps-là, c'est moins intéressant. Mais ça vaut la peine de venir chez nous. On j'en doute pas, monsieur. Oui, vous allez voir. Merci beaucoup. Merci. Je suis accompagné de Paul la compagnie Taiga Motors. Vous êtes situé où? On est installé sur l'île de Montréal. Vous êtes sur l'île de Montréal? OK. Vous avez mis au point une motoneige, c'est assez particulier dans le domaine de véhicules électriques. Vous nous parlez un peu de votre produit? Tout à fait. Nous autres, en fait, notre compagnie, notre rêve, c'était de commercialiser la première motoneige électrique au monde. Donc, c'est dans ça qu'on s'est lancé en 2015, quand on a commencé notre compagnie. Le modèle que vous voyez ici, c'est la TS2 qu'on a développée au cours de l'année passée. Donc, on parle vraiment d'une motoneige conçue par Taiga à partir de zéro. On a conçu la motorisation au complet, que ce soit la batterie, tant le moteur, l'ondulateur, tout le software, c'est toute notre propriété intellectuelle à nous, parce qu'on voulait vraiment concevoir quelque chose très bien adapté aux motoneiges et on ne pouvait pas vraiment trouver ça sur le marché. En conjonction avec ça, on a développé aussi le châssis et la suspension de la motoneige, ainsi que le carénage. Parce que nous autres, c'est un peu le modèle Tesla. Nous autres, on veut non seulement produire la première motoneige électrique au monde, mais on veut vraiment s'en aller vers la meilleure motoneige. C'est point. Point même. Vous voulez compétitionner les motoneiges à essence. C'est ce que j'en déduis un peu. Exactement. Nous autres, on pense que c'est possible. Il y en a beaucoup qui ne le croyaient pas. Mais on a vu avec nos essais cet hiver, on n'a eu que du feedback positif pour la motorisation. C'est vraiment c'est un contrôle qui se fait très facilement puisqu'il n'y a pas de CVT. Donc, tu peux contrôler le torque produit par le moteur à n'importe quel RPM très facilement. L'accélération instante, puis c'est une accélération qui est très forte. On a un torque de 240 Nm au chef du moteur. Ce qui est beaucoup, ouais, c'est même comparé au moteur à combustion. Puis évidemment aussi, c'est zéro émission. Fait que t'as pas d'odeur, t'as presque pas de bruit. Il y a quand même un petit bruit pour avoir un feedback auditif. Il y a toujours un bruit de chenille, j'imagine. C'est ça, ouais. Les usagers aiment quand même ça parce qu'il faut avoir un feedback pour la machine. Mais quand même, pour ceux qui sont alentours, c'est super plaisant. Tu rentres dans le bois puis tu l'entends déjà plus. OK. Moi, je pense que c'est tous des avantages positifs. Oui, absolument. Il y en a qui disent qu'ils vont manquer le bruit, mais à date, tous ceux qui l'ont essayé, ils disent je pourrais m'habituer à ça. J'en doute pas. Ils retournent avec un gros sourire. On parle d'un poids de combien? Parce qu'on sait qu'en motoneige, le poids... c'est un poids qui est à peu près similaire au motoneige à combustion aujourd'hui, donc c'est aux alentours de 500 livres. OK. Si tu regardes les motoneiges à combustion, les plus légères, pleines de gaz, c'est environ ça. Oui, parce qu'on parle d'une machine de peut-être 600 cc, 2 temps. Okay. Vraiment, quand tu rentres dans les plus grosses machines, 4 temps, 1200 cc, tu es déjà dans les 600 livres facilement. Avec l'essence. Oui, c'est ça. Fait que côté poids, c'est parfaitement compétitif. C'est très bien maniable. Au niveau autonomie, on en est où dans le temps de tout? Notre autonomie, c'est aux alentours de 100 km. OK. Disons sur une piste damée dans des conditions à peu près favorables. C'est sûr que là, les conditions de neige, c'est très variable. Ça se compare pas vraiment à un véhicule de route. Là. Donc, des fois, c'est dur de prédire l'autonomie, mais sur un battery pack de 16 kWh, OK. c'est à peu près le plus de batterie qu'on pouvait rentrer là-dedans en maintenant notre objectif de poids. Puis c'est une technologie de batterie qu'on a développée nous-mêmes, puis on est à un ratio énergie-poids très compétitif, je dirais. C'est un des meilleurs sur le marché, tant des sports motorisés que dans les sports automobiles même. Actuellement, on voit les machines ici, est-ce que c'est des modèles de production ou vous êtes encore dans les phases prototypes? Ça, c'est nos prototypes pré-commerciaux.
on se lance en vente l'hiver prochain. Ce sera des ventes restreintes. On est quand même orienté vers le marché commercial. Pour eux, c'est une application qui, ben pour nous, c'est très facile de venir atteindre leurs attentes, là, côté autonomie. Mais eux autres, ils ont aussi besoin de la performance. Puis à date, on a fait beaucoup de travail avec les montagnes de ski. On est allé dans l'Ouest même, en visiter quelques-unes, au Québec aussi. Tout le monde est très enthousiaste. Oui, dans les montagnes de ski, c'est une belle application. On parle de silence pour les usagers. Sans parler que les montagnes de ski, ils essaient toutes de faire un virage vert. Pour eux, c'est très important. Ils ont toutes des politiques de transformer leur flotte. Eux autres, ils veulent acheter des véhicules électriques. Donc, pour nous autres, évidemment, c'est favorable, mais pour eux autres aussi, c'est... On parle de montagne de ski, une bien image qu'à un moment donné, elle va monter, mais elle va descendre. Est-ce qu'il y a de la régénération électrique en descente comme... Oui, parfaitement. Ça régénère. Ça régénère? Oui. Ah, OK, c'est bien. OK. Vous n'avez pas de... Il n'y a pas de machine avec le capot enlevé pour l'instant. On garde ça confidentiel? Malheureusement, non. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui? Non. Vous n'êtes pas prêt à montrer tout ça? C'est correct, je comprends. Ouais, des fois, il faut faire attention au côté brevet. Mais... OK. Et je remarque que vous avez des machines avec quand même des grosses chenilles, des choses un peu plus... on pourrait penser vraiment pour la neige profonde. Et ça demande plus d'énergie aussi, ce genre de... Celui-là, oui, ça c'est notre modèle 146 pouces. En fait, c'est celui-là qu'on voit dans l'image là. Celui-là, on l'a apporté dans l'Ouest. Comme je disais, on est allé, par exemple, on est allé à Revelstoke pour démontrer ça aux utilisateurs de montagne. OK. Là-bas, c'est un marché quand même spécial parce que les utilisateurs, sont vraiment... comment je disais ça? Ils ont quand même plus une conscience environnementale que je dirais qu'on trouverait ici parce que, oui, c'est des motoneigistes, mais c'est aussi des... Ils aiment faire du plein air. Quand tu es dans un bol à Revelstoke, puis il y a 100 motoneiges deux temps qui évoluent, c'est un bruit quand même étonnant. Puis il y a beaucoup de motoneigistes qu'on a vus là-bas qui disent qu'ils ont des problèmes d'ouïe à ça à cause du bruit. Fait que de pouvoir venir chercher la performance d'un moteur deux temps avec aucun bruit, pour eux, c'est génial. C'est génial. Puis en fait, il y en a beaucoup qui disent que l'autonomie qu'on a en ce moment, c'est bon pour eux. Mais ce qui est aussi remarquable, je pense, pour les téléspectateurs, c'est de voir aussi que vous n'avez pas électrifié de motoneige, vous avez fabriqué une motoneige, les suspensions et tout. C'est quand même... C'est important pour nous parce qu'on voulait vraiment promouvoir les avantages de la propulsion électrique. Puis on voulait aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire côté efficacité du roulement. On ne voulait pas rentrer dans ce projet-là avec des idées préconçues de comment est-ce qu'on devrait faire une motoneige. On préfère faire la nôtre à partir de zéro, voir qu'est-ce qui marche moins bien, appliquer des leçons sur ça, parce qu'on veut vraiment comprendre c'est quoi qui fait une bonne motoneige. OK. Puis la seule façon de faire ça, c'est... de faire votre motoneige. Exactement, oui. Ben, je vous souhaite un bon succès. On peut vous suivre sur Internet, j'imagine? Oui, tigermotors.ca. Ou bien Facebook, Moteur Tiger. OK, bien merci beaucoup. Bon succès. Merci. J'espère que ce reportage sur les véhicules électriques vous a plu. Je pense qu'il nous reste encore quelques minutes là, de reportage qu'on visionnera la semaine prochaine. On va être de retour la semaine prochaine avec d'autres nouvelles, d'autres reportages et aussi peut-être une nouveauté pour vous, une nouvelle chose à vous présenter. Donc, je vous souhaite bonne semaine. Soyez prudents sur les routes. À la prochaine.